Autrement dit, il n'y a plus de lieu de régulation de la parole dans ce pays. Le moindre sujet aujourd'hui devient un sujet de clivage extrême, où des camps se forment de part et d'autre, qui ne peuvent plus dialoguer, qui ne s'entendent plus. Et une société ne peut pas fonctionner dans la durée comme cela. Il faut recréer ces cadres. Et le problème, c'est que celles et ceux qui sont aujourd'hui aux manettes sont les moins bien placés pour faire ça. Parce qu'ils sont eux-mêmes ceux qui ont jeté de l'huile sur le feu, on l'a dit, avec tout l'épisode de la gestion de crise depuis le mois de janvier dernier. C'est-à-dire que ça fait un an qu'on a une parole qui est totalement invalidée. On va le voir dans un instant quand on va aborder la question de la vaccination. Mais enfin, le président de la République, Emmanuel Macron, disait le 24 novembre, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, il dit « je veux être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire voilà. ». Il y a 2 semaines sur le média Brut, il disait qu'il fallait être honnête et transparent, c'était ses mots, en disant qu'on ne sait pas tout sur le vaccin, qu'on ne sait pas tout sur le virus, et donc que la vaccination ne pouvait pas être obligatoire. Et qu'est-ce qu'on a depuis hier? On a un projet de loi qui est un véritable passage en force et qui, sans rendre la vaccination obligatoire, vise à contraindre les gens à se vacciner pour pouvoir continuer à vivre. Donc on a là d'un côté une parole qui est une parole d'une certaine façon publique mais à visée électorale, et de l'autre des passages en force permanents qui visent à contraindre le peuple. Et puis par rapport à ça, je crois qu'il ne faut effectivement pas prêter au gouvernement plus que ce qu'est sa logique. Sa logique aujourd'hui, c'est qu'il ne peut plus mettre en place les mesures d'ordre et de régulation de la société, et donc il est dans une fuite en avant pour les imposer de manière contrainte et autoritaire. C'est tout simplement ça. Si je dis ça, c'est parce que ce décret est quand même extrêmement important. Enfin, c'est Victor Hugo qui disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et quand même, dans ce décret, la manière dont il est présenté, ce qui le compose, ça nous dit d'abord que c'est un dispositif, oui, cette loi, pardon, ça nous dit d'abord que c'est un dispositif pérenne. Autrement dit, ce qui est censé être une loi d'exception va devenir du droit commun, ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que ça crée un état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire un sous-état d'urgence, mais contrairement à l'état d'urgence, qui lui devait d'abord, était passé par décret, puis devait ensuite être soumis au Parlement sous un mois, cet état d'urgence sanitaire, lui, il s'affranchit totalement du Parlement. Donc déjà, sur la forme, ça change. Et puis sur le fond, excusez-moi, mais il y a des discriminations extrêmement importantes qui sont en train de se mettre en place, des discriminations à la santé. Voyez ce qui se passe au Royaume-Uni. Les gens allergiques sont potentiellement réactifs au vaccin qui est proposé. Et donc, ces gens-là vont naturellement pas aller se faire vacciner. Et donc, une discrimination s'impose à eux sur un critère de santé dont on sait qu'elle pourra avoir des conséquences non seulement sur certains déplacements, mais qui sait demain aussi pour l'accès à l'activité professionnelle. Et dernier point, je crois que c'est important quand même de mettre en lien les choses parce qu'elles s'imbriquent plutôt bien et il y a un Lego assez dangereux qui se met en place du côté du gouvernement. On a là une loi, effectivement pas un décret, une loi qui se met en place sur un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Mais la semaine dernière, il y a 3 décrets, pour le coup, qui sont sortis. 3 décrets de fichage qui sont sortis sur la collecte des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou mentionnant une appartenance syndicale et aussi, à l'époque déjà, des données de santé révélant une dangerosité particulière. Donc on a là un faisceau extrêmement cohérent qui vise à collecter des informations et nous savons trop dans ce pays, non pas en faisant référence à ce que vous évoquiez il y a un instant Valérie, mais en faisant référence à l'histoire du fichage dans ce pays qui depuis la fin ou depuis le début même du 19e siècle et le livret ouvrier de Napoléon, mais en passant également par les fichiers Tullard avant la Seconde Guerre mondiale ou les carnets anthropomorphiques des nomades qui sont devenus des carnets de circulation des gens du voyage. On a une histoire dans ce pays avec le fichage qui pose problème et aujourd'hui on est en train de dévaler une pente de ce point de vue-là qui est extrêmement dangereuse.